Montreuil-sur-Mer serait mieux nommé Montreuil-sur-Plaine. C'était autrefois une charmante ville, ce n'est plus maintenant qu'une citadelle. Mais des remparts, on a une vue admirable de coteaux et de prairies, car la ville est haut située. Enfant qui mordait dans une grosse pomme. « Qui t'a donné cette pomme ?» lui ai-je dit. Il m'a répondu « Oh, je ne sais pas, c'est tombé de l'arbre, c'est le vent, c'est personne. » Je lui ai donné 10 sous et je lui ai dit « Mon enfant, quand ce n'est personne, c'est Dieu. » J'aurais pu ajouter « Et quand c'est quelqu'un, c'est Dieu encore. » Jarrets fléchirent brusquement sous lui, comme si une puissance invisible l'accablait tout à coup du poids de sa mauvaise conscience. Et il cria « Je suis un misérable !» Beaucoup d'hommes ont ainsi un dragon qui les ronge, un désespoir qui habite leur nuit. Là était le secret de Jean Valjean. Cosette, c'est à toi que je lègue les 2 chandeliers. L'abomination! Il nous a volé notre argenterie! Monseigneur, l'homme est parti! L'argenterie est volée! Aussi a-t-on idée recevoir un homme comme cela et le loger à côté de soi? Ah, vous voilà! Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. Cosette, te rappelles-tu quand j'ai pris l'anse du seau d'eau? Tu étais dans les bois, tu avais bien peur. Ces Thénardier ont été méchants. Il faut leur pardonner. Voyez-vous, monsieur Marius, moi aussi il m'est arrivé des choses dans ma vie. Pour vivre, autrefois j'ai volé un pain. J'ai été 19 ans aux galères. Puis j'ai été condamné à perpétuité pour récidive. Dans ma pensée, Les Misérables ne sont autre chose qu'un livre ayant la fraternité pour base et le progrès pour cime. Oui, autant qu'il est permis à l'homme de vouloir,
Je viens détruire la fatalité humaine, je condamne l'esclavage, je chasse la misère, j'enseigne l'ignorance, je traite la maladie, j'éclaire la nuit, je hais la haine. Voilà ce que je suis, et voilà pourquoi j'ai fait Les Misérables. Histoire d'un saint. Histoire d'un homme. Histoire d'une femme. Histoire d'une poupée. Les paysans asturiens sont convaincus que dans toute portée de louve, il y a un chien, lequel est tué par la mère, sans quoi, en grandissant, il dévorerait les autres petits. Donnez une face humaine à ce chien, fils d'une louve, et ce sera Javert. Était employé dans les champs. Je n'ai connu qu'un seul homme capable de faire cela. C'était un forçat du bagne de Toulon. De temps immémorial, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie spéciale l'imitation des jets anglais et des verroteries noires d'Allemagne. Cette industrie avait toujours végété. Vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme laque à la résine. En moins de 3 ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. On ne savait rien. Il paraît que le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-Mer, un gros incendie venait d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé, au péril de sa vie, 2 enfants, qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie. Ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le Père Madeleine.
Grâce au progrès rapide de cette industrie qu'il avait si admirablement remaniée, Montreuil-sur-Mer était devenu un centre d'affaires considérable. À mesure qu'il montait, la société le réclamait. Les petits salons guindés de Montreuil-sur-Mer s'ouvrirent aux millionnaires. On lui fit 1000 avances. Cette fois encore, les bonnes âmes ne furent point empêchées. C'est un homme ignorant et de basse éducation. Après son arrivée à Montreuil-sur-Mer, les services qu'il avait rendus au pays étaient si éclatants. Le vœu de toute la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma maire de la ville. La première fois que Javert vit Monsieur Madeleine revêtu de l'écharpe qui lui donnait toute autorité sur la ville, il éprouva cette sorte de frémissement qu'éprouverait un dogue qui flairerait un loup sous les habits de son maître. Une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte. Vous ne savez pas ça? Dans les prisons, on ne gagne que 7 sous. Et figurez-vous que j'ai 100 francs à payer. Ou autrement, on me renverra ma petite. Oh mon Dieu, je ne peux pas l'avoir avec moi. Oh ma Cosette, oh mon petit ange, qu'est-ce qu'elle deviendra, pauvre loup? Je vais vous dire, c'est les Thénardier, des aubergistes, des paysans. Ça n'a pas de raisonnement. Il leur faut de l'argent.
Ne me mettez pas en prison. Oh, voyez-vous, c'est une petite qu'on mettrait à même sur la grande route en plein cœur d'hiver. Il faut avoir pitié de cette chose-là, mon bon monsieur Javert. Si c'était plus grand, ça gagnerait sa vie. Mais ça ne peut pas à ces âges-là. Ayez pitié de moi, monsieur Javert. Il la confia aux sœurs qui la mirent au lit. Une fièvre ardente était survenue. Monsieur Madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer. Il savait tout maintenant. Il connaissait dans tous ses détails l'histoire de Fantine. Puis toujours pour vivre, car le cœur a sa faim aussi, elle aima. Elle aima Tholomyès. Amourette pour lui. Passion pour elle. Elle s'était donnée à ce Tholomyès comme à un mari, et la pauvre fille avait un enfant. Le père de son enfant parti, l'idée lui vint de retourner dans sa ville natale, à Montreuil-sur-Mer. Oui, mais il faudrait cacher sa faute. Pas à moins de 7 francs par mois. Et 6 mois payés d'avance. Et 15 francs dehors pour les premiers frais. Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue, que c'est un déchirement. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale avait prospéré. La porte de la fabrique de Monsieur Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Ne pouvant pas dire qu'elle était mariée, elle s'était bien gardée de parler de sa petite fille. J'ai vu l'enfant. Sa faute était maintenant connue de tous, et la surveillante lui signifia qu'elle eut à sortir sur le champ de l'atelier. Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. L'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme. Ses créanciers la harcelaient. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. 10 francs. Coupez-les. Vous avez de jolies dents. Je vous donne de chaque un Napoléon d'or. Les gens auxquels elle devait ne lui laissaient aucun repos. Le propriétaire lui avait dit « Vous êtes jeune et jolie, vous pouvez payer. » Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois. Elle passe, elle vous subit et elle vous ignore. Elle a tout ressenti, tout supporté, tout éprouvé, tout souffert, tout perdu, tout pleuré. Plus vous vous enfoncez bas, plus la lueur miraculeuse s'obstine. Aucune fange ne dissout la parcelle de Dieu. Donc là, à cette extrémité de l'ombre, de l'accablement, du refroidissement et de l'abandon, dans cette obscurité, sous la dernière couche du tas des misères, sous l'engloutissement du mépris public qui est glace et nuit, sous l'épouvantable épaisseur d'un déluge fait de crachats, là où tout est éteint, là où tout est mort, quelque chose remue et brille. Qu'est-ce ? Une flamme. Et quelle flamme? L'âme.
Je le connais, cet homme-là. Regardez-moi donc, bonhomme. Vous êtes... Si c'est Jean Valjean, il y a récidive. Chipper des pommes, pour un enfant, c'est une polissonnerie. Pour un homme, c'est un délit. Pour un forçat, c'est un crime. Il y a un spectacle plus grand que la mer, c'est le ciel. Il y a un spectacle plus grand que le ciel, c'est l'intérieur de l'âme. Pénétrer à travers la face livide d'un être humain qui réfléchit et regarder derrière, regarder dans cette âme, regarder dans cette obscurité. Il y a là, sous le silence extérieur, des combats de géants qui ont, hélas, ce qu'ils voulaient mettre à la porte était entré, ce qu'ils voulaient aveugler le regardait, sa conscience. Depuis qu'il s'était établi à Montreuil-sur-Mer, ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Il n'avait plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Il reconnaissait que l'une de ses idées était nécessairement bonne, tandis que l'autre pouvait devenir mauvaise. Que l'une disait « le prochain » et que l'autre disait « moi ». Que l'une venait de la lumière et que l'autre venait de la nuit. Jamais les deux idées qui gouvernaient le malheureux homme n'avaient engagé une lutte si sérieuse. Il sentit venir sur sa tête des ombres pleines de foudre et d'éclairs. Il eut une première pensée d'aller, de courir, de se dénoncer, de tirer ce Champmathieu de prison et de s'y mettre. Cela fut douloureux et poignant, comme une incision dans la chair vive. Puis cela passa et il se dit « Voyons, voyons ». Il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme. Eh bien quoi? Me voilà sauvé. Ce Javert qui me trouble depuis si longtemps. C'est décidé. Laissons aller les choses. Laissons faire le bon Dieu. Est-ce que ce n'était pas là ce que l'évêque lui avait ordonné? Il sentait que l'évêque était là. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts? Il sentait que l'évêque le regardait fixement, que désormais le maire Madeleine, avec toutes ses vertus, lui serait abominable, et que le galérien Jean Valjean serait admirable et pur devant lui. Et puis, tout à coup, il pensa à Fantine. Voyons, examinons. On lâche ce Champmathieu, on me remet aux galères. C'est bien. Et puis, que se passe-t-il ici? Ah, ici il y a un pays, une ville, des fabriques, une industrie, des ouvriers, des hommes, des femmes, des vieux grands-pères, des enfants, des pauvres gens. Ah ça, j'étais fou, j'étais absurde. Qu'est-ce que je parlais donc de me dénoncer? Pour sauver d'une punition on ne sait qui, un voleur, un drôle évidemment, il faudra que tout un pays périsse. Il faudra qu'une pauvre femme crève à l'hôpital, qu'une pauvre fille crève sur le pavé, comme des chiens. Cette pauvre petite Cosette qui n'a que moi au monde, et qui est sans doute en ce moment toute bleue de froid dans le bouche de ces Thénardier. Et je m'en irai me dénoncer. Ne vacillons plus, ne reculons plus. Je suis Madeleine, je reste Madeleine. Malheur à celui qui est Jean Valjean. Ce n'est plus moi. En ce moment, il lui sembla qu'il entendait une voix qui criait au-dedans de lui « Jean Valjean, Jean Valjean !» Oui, c'est cela, disait la voix. Oublie l'évêque, oublie tout, perce Champmathieu, va,
c'est bien, applaudis-toi, reste monsieur le maire, reste honorable et honoré, enrichis la ville, nourris les indigents. Et pendant ce temps-là, il y aura quelqu'un qui aura ta veste rouge. Il sentait que quelque chose de lui allait mourir, qu'il accomplissait une agonie, l'agonie de son bonheur ou l'agonie de sa vertu. « 1800 ans avant cet homme infortuné, l'être mystérieux en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l'humanité, avait aussi, lui, longtemps écarté de la main l'effrayant calice qui lui apparaissait ruisselant d'ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles. Président, faites-moi arrêter. L'homme que vous cherchez, ce n'est pas lui, c'est moi. Je suis Jean Valjean. C'était un forçat libéré. Qui ça? Le maire? Monsieur Madeleine? Oui. Eh bien, je m'en doutais. Eh ben, j'en suis pas fâché. Le champ de bataille de Waterloo aujourd'hui a le calme qui appartient à la terre. La nuit pourtant, une espèce de brume visionnaire s'en dégage, et si quelques voyageurs s'y promènent, s'ils regardent, s'il écoute, s'il rêve, l'hallucination de la catastrophe le saisit. Le champ de bataille reprend sa réalité. Le songeur effaré voit l'éclair des sabres, l'étincelle des baïonnettes, le flamboiement des bombes, l'entrecroisement monstrueux des tonnerres. Si quelque chose est effroyable, c'est ceci. Vivre, voir le soleil, avoir la santé et la joie, vers une gloire qu'on a devant soi, éblouissante, parler, penser, espérer, aimer, avoir une mère, avoir une femme, avoir des enfants, avoir la lumière. Et tout à coup, le temps d'un cri, en moins d'une minute, s'effondrer dans un abîme, tomber, rouler, écraser, être écrasé, ne pouvoir se retenir de rien, sentir son sabre inutile, des hommes sous soi, des chevaux sur soi, se débattre en vain, les os brisés par quelques ruades dans les ténèbres, sentir un talon qui vous fait jaillir les yeux, mordre avec rage des fers de chevaux, étouffer, hurler, se tordre, être là-dessous et se dire « Tout à l'heure, j'étais un vivant ».
Cherchez dans mes poches. Vous y trouverez une bourse et une montre. Prenez-les. Il n'y a rien. On m'a volé. J'en suis fâché. C'eût été pour vous. Vous m'avez sauvé la vie. Comment vous appelez-vous? Thénardier. Je n'oublierai pas ce nom. Et vous, retenez le mien. Je me nomme Pontmercy. Le nommé Jean Valjean vient d'être traduit aux assises comme accusé d'un vol de grand chemin commis à main armée sur la personne d'un enfant. Ce scélérat avait changé de nom et avait réussi à se faire nommer maire d'une de nos petites villes du Nord. Vers la fin octobre de cette même année, les habitants de Toulon virent rentrer dans leur port, à la suite d'un gros temps et pour réparer quelques avaries, le vaisseau l'Orion. Ce bâtiment, tout éclopé qu'il était, car la mer l'avait malmené, fit de l'effet en rentrant dans la rade. Un vaisseau de ligne est une des plus magnifiques rencontres qu'est le génie de l'homme avec la puissance de la nature. On a pu retrouver son cadavre. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Comment, Pétronelle? Tu n'es pas parti? Attends, je vais à toi. Je vous demande un peu ce qu'elle fait là. Petit monstre, va! La Noël de l'année 1823 fut particulièrement brillante à Montfermeil. Une bande de marchands ambulants avait construit ses échoppes jusque dans la ruelle du boulanger. Il y avait d'autres poupées derrière la grande. Cosette sortit, son seau à la main, elle ne put s'empêcher de lever les yeux vers cette prodigieuse poupée. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. On a encore aperçu dans ce livre les Thénardier que de profil. Le moment est venu de tourner autour de ce couple et de le regarder sous toutes ses faces. Lui, l'homme, n'avait qu'une pensée, s'enrichir. Il n'y réussissait point. Thénardier était un coquin du genre tempéré. Cette espèce est la pire. L'hypocrisie s'y mêle. Cet homme et cette femme, c'était ruse et rage mariés ensemble, attelage hideux et terrible. Tels étaient ces deux êtres. Cosette était entre eux. Elle montait, descendait, lavait, brossait, frottait, balayait, courait, trimait, haletait, nulle pitié. Une maîtresse farouche, un maître venimeux. La gargote Thénardier était comme une toile où Cosette était prise et tremblait.
L'idée de l'oppression était réalisée par cette domesticité sinistre. C'était quelque chose comme la mouche servante des araignées. C'était un de ces enfants qui ont père et mère et qui sont orphelins. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Il riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il était joyeux parce qu'il était libre. Cette famille était la famille du joyeux petit va-nu-pied. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. D'où viens-tu? De la rue? Où vas-tu? Dans la rue? Jean Valjean n'était pas mort. En tombant à la mer, ou plutôt en s'y jetant, il nagea entre deux eaux et atteignit la côte. Il gagna Paris. On vient de le voir à Montfermeil. Le soir même du jour où Jean Valjean avait tiré Cosette des griffes des Thénardier, il rentrait dans Paris. Quelle merveille qu'une telle ville! Paris a une jovialité souveraine. Son rire est une bouche de volcan qui éclabousse toute la terre. Il est superbe. Il a un prodigieux 14 juillet qui délivre le globe. Il fait faire le serment du jeu de paume à toutes les nations. Sa nuit du 4 août dissout en 3 heures 1000 ans de féodalité. Tel est ce Paris. Les fumées de ses toits sont les idées de l'univers. Il est plus que grand, il est immense. Pourquoi? Parce qu'il ose. Oser. Le progrès est à ce prix. L'aurore ose quand elle se lève. C'est ça, la vieille rue. Mets ton volet de nuit. Jean Valjean n'avait jamais rien aimé. Depuis 25 ans, il était seul au monde. Pauvre vieux cœur tout neuf. C'était la deuxième apparition blanche qu'il rencontrait. L'évêque avait fait lever à son horizon l'aube de la vertu. Cosette y faisait lever l'aube de l'amour. La prieure, c'était une femme d'une 60aine d'années, chantant comme un pauvre fêlé. La sous-prieure était une vieille religieuse espagnole, presque aveugle, la mère Signeres. La mère Sainte Mechtilde, chargée du chant et du chœur, y employait volontiers les pensionnaires. Elle en prenait volontiers une gamme complète, c'est-à-dire 7, de 10 à 16 ans, voix et taille assorties. Cela offrait au regard quelque chose comme un pipeau de jeune fille, une sorte de flûte de pan vivante, faite avec des anges. À certaines heures, l'enfance étincelait dans ce cloître. La récréation sonnait, une porte tournait sur ses gonds. Les oiseaux disaient « Bon, voilà les enfants !»
irruption de jeunesse inondait ce jardin coupé d'une croix comme un linceul. Se cachant, M. Madeleine avait pris le couvent pour asile. Cosette, en devenant pensionnaire, dut prendre l'habit des élèves de la maison. Ce couvent était pour Jean Valjean comme une île entourée de gouffres. Il travaillait tous les jours dans le jardin et y était très utile. C'était le deuxième lieu de captivité qu'il voyait. Aujourd'hui, après le bagne, il voyait le cloître, il les confrontait dans sa pensée avec anxiété. Il se rappelait ses anciens compagnons, comme ils étaient misérables, n'ayant plus de nom, baissant les yeux, baissant la voix, les cheveux coupés, les yeux baissés, la voix basse, les épaules déchirées par la discipline. À eux aussi, leur nom parmi les hommes s'était évanoui. Les autres étaient des hommes. D'un côté des miasmes, de l'autre un ineffable parfum. Là les ténèbres, ici l'ombre. Mais une ombre pleine de clarté et des clartés pleines de rayonnement. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait. Jean Valjean était heureux. Il avait vieilli et tout avait changé. Qui le reconnaîtrait maintenant? Il résolut de quitter le couvent. Qu'est-ce que vous avez donc à nous toiser comme ça? Cet enfant vivait dans cette absence d'affection, comme ces herbes pâles qui viennent dans les caves. Ses parents l'avaient jeté dans la vie, d'un coup de pied. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Ce petit être est joyeux, il vit par bandes, bat le pavé, loge en plein air, porte un vieux pantalon de son père qui lui descend plus bas que les talons, un vieux chapeau de quelque autre père qui lui descend plus bas que les oreilles. Il braille, raille, gouaille, bataille, pêche dans l'égout, chasse dans le cloaque, extrait la gaieté de l'immondice, se vautre dans le fumier et en sort couvert d'étoiles. Somme toute, et pour résumer d'un mot, le gamin est un être qui s'amuse. Il existe encore quelques anciens habitants qui ont gardé le souvenir d'un bonhomme appelé Monsieur Gilles Lenormand. C'était un vieillard particulier, et bien véritablement l'homme d'un autre âge, le vrai bourgeois complet et un peu hautain. Il avait 2 domestiques, un mâle et une femelle. Il avait une fille de 50 ans passés, non mariée. C'était la pudeur poussée au noir. Elle avait un souvenir affreux dans sa vie. Un jour, un homme avait vu sa jarretière. Sa guimpe n'était jamais assez opaque et ne montait jamais assez haut. Elle multipliait les agrafes et les épingles là où personne ne songeait à regarder. Le propre de la pruderie, c'est de mettre d'autant plus de factionnaires que la forteresse est moins menacée. Elle avait une amie de chapelle, vieille vierge comme elle, appelée Mademoiselle Vaubois, absolument hébétée, et près de laquelle Mademoiselle Gilles Lenormand avait le plaisir d'être une aigle. Mademoiselle Vaubois, parfaite en son genre, était l'hermine de la stupidité sans une seule tache d'intelligence. Il y avait en outre dans la maison, entre la vieille fille et le vieillard, le petit-fils de Monsieur Gilles Lenormand. En 1827, Marius venait d'atteindre ses 17 ans. Comme il rentrait un soir, il vit son grand-père qui tenait une lettre à la main. « Marius, tu partiras demain pour Vernon. » « Pourquoi ? » ?»« Pour voir ton père. Il paraît qu'il est malade. Il te demande. » Le lendemain, à la brune, Marius arrivait à Vernon. « Monsieur Pontmercy, est-ce ici? Je suis son fils, il m'attend. » Il ne vous attend plus. Le colonel ne laissait rien. La vente du mobilier paya à peine l'enterrement. La servante trouva un chiffon de papier qu'elle remit à Marius. Il y avait ceci.
écrit de la main du colonel. Pour mon fils, à Waterloo, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier le bien qu'il pourra. Ce qu'on appelle dans les théâtres un troisième dessous. Le sol social est partout miné, tantôt pour le bien, tantôt pour le mal. Ces travaux se superposent. Il y a les mines supérieures et les mines inférieures. Il y a un haut et un bas dans cet obscur sous-sol. Il y a la mine religieuse, la mine philosophique, la mine politique, la mine économique, la mine révolutionnaire. Telle pioche avec l'idée, telle pioche avec le chiffre, telle pioche avec la colère. On s'appelle et on se répond d'une catacombe à l'autre. Les utopies cheminent sous terre dans les conduits. Elles s'y ramifient en tous sens. Elles s'y rencontrent parfois et y fraternisent. À cette époque, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Il y avait à Paris la Société des Amis de l'ABC. Les amis de l'ABC étaient peu nombreux. La plupart étaient des étudiants. Le travail qui se fait là a un nom, le progrès. Au-dessous de ces mines, au-dessous de ces galeries, au-dessous de ce système veineux souterrain du progrès, de l'utopie, bien plus avant dans la terre, plus bas, beaucoup plus bas, il y a la dernière sape, le troisième dessous. Les silhouettes farouches qui rôdent dans cette fosse, presque bêtes, presque fantômes, ne s'occupent pas du progrès universel. Elles ont deux mères, toutes deux marâtres, l'ignorance et la misère. Thénardier avait fait faillite, l'auberge était fermée et l'on ne savait ce qu'il était devenu. Sous les arches des ponts. On se serrait pour ne pas geler. L'eau, comme c'est triste. Quand je pensais me noyer, je disais non, c'est trop froid. Les étoiles sont comme des lampions d'illumination. On dirait qu'elles fument et que le vent les éteint, comme si j'avais des chevaux qui me soufflent dans l'oreille. J'entends des orgues de barbarie et les mécaniques des filatures. Est-ce que c'est moi? Je crois qu'on me jette des pierres. Je me sors sans savoir. Tout tourne, tout tourne. Quand on n'a pas mangé, c'est très drôle. Absorbé par Cosette, il ne s'était même pas clairement rendu compte que cette Éponine s'appelait Éponine Thénardier et qu'elle portait un nom écrit dans le testament de son père. Je vous retrouve enfin, monsieur le philanthrope, monsieur le millionnaire râpé.
vous êtes cause de tous mes malheurs. Vous avez eu pour 1500 francs une fille que j'avais et qui était certainement à des riches et qui m'avait déjà rapporté beaucoup d'argent. Canaille, va, je te tiens. Marius avait tremblé de tous ses membres. Quoi? C'était là ce Thénardier. Il le trouvait enfin. Et comment? Ce sauveur de son père était un bandit. Ce libérateur du colonel Pontmercy était en train de commettre un attentat. Et sur qui, grand Dieu? Quelle fatalité! Ils ne purent résister à ce spectacle. Mon père, pensa-t-il, pardonne-moi. Eh bien, où est-il donc? Monsieur Gavroche, qu'est-ce que c'est donc que ça? C'est les rats. Monsieur Gavroche, qu'est-ce que c'est donc que les rats? C'est des souris. Monsieur Gavroche, pourquoi n'avez-vous pas un chat? J'en ai eu un, mais ils me l'ont mangé. Monsieur Gavroche, qui c'est qui a été mangé? Le chat. Qui c'est qui a mangé le chat? Les rats. Les souris? Oui, les rats. Monsieur, est-ce qu'il vous mangera ces souris-là? N'aie pas peur, je suis là. Tiens, prends ma main, tais-toi et pionce. Il maniait cette fleur d'instinct innocemment, sans se douter qu'effeuiller la pâquerette, c'est éplucher un cœur. Pour Cosette et Marius, rien n'existait plus que Marius et Cosette. Ils existaient vaguement, effarés de bonheur. Ils ne s'apercevaient pas du choléra qui décimait Paris. Marche des damnations vers les supplices, marche des forçats vers les galères. L'œil de Jean Valjean était devenu effrayant. Il ne regardait pas un spectacle, il subissait une vision. Il se souvint que 35 ans auparavant, il était passé là. Cosette tremblait de tous ses membres.
Il me semble, se disait-elle, que si je trouvais sur mon chemin un de ces hommes-là, oh mon Dieu, je mourrais rien que de le voir de près. Savez-vous, monsieur Marius, que vous êtes très joli garçon? Nous allons flanquer le gouvernement par terre. C'est bon. Voulez-vous que j'aille avec vous? Si tu veux. La rue est libre, les pavés sont à tout le monde. Comme je vous ai cherché, si vous saviez. Ah, Marius! Ah, Gueusard! Ah, juste ciel! Tu pourras te vanter d'avoir désespéré ton grand-père, toi! Il va y avoir des malheurs, c'est sûr. D'abord, le peuple n'en veut pas de ta république. Il sait bien qu'il y a toujours eu des rois et qu'il y en aura toujours. Tout bien considéré, sire, il n'y a rien à craindre de ces gens-là. Ils sont insouciants et indolents comme des chats. Ce sont de tout petits hommes, sire. Et il en faudrait de bout à bout pour faire un seul de vos grenadiers. Vous ne faites pas attention à moi, mais je vous connais, monsieur Marius. Premièrement, je ne veux pas de roi. Un roi est un parasite. Deuxièmement, Citoyens, je vous déclare que votre progrès est une folie, que votre humanité est un rêve, que votre révolution est un crime, que votre république est un monstre, que votre jeune France pucelle sort du lupanar. deuxièmement, Il va y avoir du tapage. C'est bon. Où allez-vous, vous autres? Où va-t-on? Où va-t-on? Il est clair qu'on va à l'abîme. Vous n'avez pas l'air content de me voir.
Il n'y a point de crainte du côté de la populace. Le peuple des faubourgs de Paris est plus petit qu'avant la Révolution. Il n'est pas dangereux. Comme cette rue est tranquille, qui est-ce qui se douterait que Paris est sans dessus? Une révolution? Qu'est-ce que ça prouve? Que Dieu est un coup? Il fait un coup d'État parce qu'il n'a pas pu joindre les deux bouts. Je viens d'avaler une mauvaise huître. Voilà l'hypocondrie qui me reprend. Ce que c'est que d'avaler une huître et une révolution de travers. C'est rentier, comme c'est gras. Ça se gave, ça patoche dans les bons dîners. Demandez-leur ce qu'ils font de leur argent. Ils n'en savent rien. Ils le mangent quoi. Autant en emporte le ventre. En voilà un scélérat. Mais qu'est-ce qu'il a donc à son moignon? Oh, oh, méchant Vanupat! Que voulez-vous que fasse le gouvernement avec des garnements qui ne savent qu'inventer pour déranger le monde? Je viens du boulevard, mes amis. Ça chauffe, ça mijote. Il est temps d'écumer le pot. Qu'est-ce que c'est? On se bat! De quel côté? Du côté de l'Arsenal. En route pour la bataille. C'est la souris qui a pris le chat. Monsieur Marius, promettez-moi de me donner un baiser quand je serai morte. Je le sentirai. C'est dans vos bras que je meurs, c'est dans vos bras que je vis. Je trouve enfin le bonheur.
inonde nos sillons. Je donne mes jours pour la patrie. C'est tout petit votre barricade. Il faut que ça monte. Mettez-y tout. Flanquez-y tout. Personne ne vit Jean Valjean, soutenant dans ses bras Marius évanoui, traverser le champ dépavé de la barricade et disparaître. Il aperçut à quelques pas de lui une grille de fer posée à plat et de niveau avec le sol. À travers les barreaux, on entrevoyait une ouverture obscure, quelque chose de pareil au conduit d'une cheminée. Jean Valjean s'élança et se trouva dans une sorte de long corridor souterrain. L'égout, c'est la conscience de la ville. Tout y converge et s'y confronte. Dieu possible? Tout va être confondu de sang. Monsieur Gilles Lenormand se tordit les mains.
Il est mort. Il est mort. Il s'est fait tuer aux barricades. Et pour qui? Pourquoi? Pour la République? C'est bien la peine d'avoir 20 ans. La République, quelle fichue sottise. Le corps serré dans une robe de chambre blanche, droite et sans pli comme un suaire. Il avait l'air d'un fantôme qui regarde dans un tombeau. Marius, tu es vivant. Merci. Javert s'était éloigné à pas lents. Il marchait la tête baissée pour la première fois de sa vie. Une nouveauté, une révolution, une catastrophe venait de se passer au fond de lui-même. Une chose l'avait étonné, c'était que Jean Valjean lui eût fait grâce. Et une chose l'avait pétrifié, c'était que lui, Javert, il eût fait grâce à Jean Valjean. Tout un monde nouveau apparaissait à son âme. Le bienfait accepté et rendu, le dévouement, la miséricorde. Tout ce qu'il avait cru se dissipait. Il se sentait vidé, inutile, disloqué de sa vie passée, destitué, dissous. L'autorité était morte en lui. Il n'avait plus de raison d'être. Un mardi gras, tant mieux. Il y a un proverbe, mariage, un mardi gras n'aura point d'enfant ingrat. Je vais donc m'en aller, mes enfants. Aimez-vous bien toujours. Il n'y a guère autre chose que cela dans le monde. De temps en temps, l'exceptionnel est nécessaire. Pour les événements comme pour les hommes, la troupe ordinaire ne suffit pas. Il faut parmi les hommes des génies et parmi les événements des révolutions. Et à voir les apparitions de comètes, on serait tenté de croire que le ciel lui-même a besoin d'acteurs en représentation. Au moment où l'on s'y attend le moins, Dieu placarde un météore sur la muraille du firmament. Quelque étoile bizarre survient. Crac, voilà une aurore boréale, voilà une révolution, voilà un grand homme. Une comète en haut de l'affiche, ah, la belle affiche bleue, toute constellée de flamboiements inattendus. Boum, boum, spectacle extraordinaire, levez les yeux, badaud, tout est échevelé, l'astre comme le drap.
misérable est écrit pour tous les peuples. Je ne sais s'il sera lu par tous, mais je l'ai écrit pour tous. Les problèmes sociaux dépassent les frontières. Les plaies du genre humain, ces larges plaies qui couvrent le globe, ne s'arrêtent point aux lignes bleues ou rouges tracées sur la map monde. Partout où l'homme ignore et désespère, partout où la femme se vend pour du pain, partout où l'enfant souffre faute d'un livre qui l'enseigne et d'un foyer qui le réchauffe, le livre, Les Misérables, frappe à la porte et dit « Ouvrez-moi, je viens pour vous ». Depuis que l'histoire écrit et que la philosophie médite, la misère est le vêtement du genre humain. Le moment serait venu d'arracher cette guenille et de remplacer sur les membres nus de l'homme-peuple la loque sinistre du passé par la grande robe pourpre de l'aurore. Pourquoi je songeais à tout cela sous ces grands arbres de Montreuil? Je ne sais, mais je cause avec toi, mon Adèle, comme si nous nous promenions bras dessus, bras dessous, le long du quai de l'Arsenal.